Donc, des Russes au puits. Ça sonne étrangement avec l'actualité des Russes en Ukraine, mais ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, le titre est presque une tromperie parce que ce ne sont pas des Russes qui ont occupé le puits. Ce sont des soldats soviétiques sous commandement allemand, des prisonniers en fait, des prisonniers soviétiques qui ont été enrôlés par la Wehrmacht, qui manquait d'hommes, qui a constitué des légions de l'Est à partir de 1942, en recrutant des volontaires entre guillemets, des volontaires dans les camps de prisonniers où ces malheureux prisonniers soviétiques, ils en ont fait plus de 2 millions de prisonniers dans les premiers mois, les malheureux mouraient de faim et de misère. Donc, quand on leur demandait d'incorporer une légion de l'Est, comme on les appelait, évidemment, ils n'avaient pas le choix. C'était la mort ou bien le servir sous commandement allemand. Ces légions de l'Est ont été constituées à partir du moment où la guerre s'est éternisée, a duré beaucoup plus longtemps que prévu par Hitler, et où les pertes allemandes ont commencé à être importantes, contre l'avis de Hitler, qui refusait d'incorporer des Slaves. C'était une sous-race qu'il méprisait. Par contre, il a fini par accepter, en 1942, que ces généraux constituent donc des légions de l'Est, encore une fois, à partir des nationalités de l'Empire soviétique, c'est-à-dire en majorité des musulmans, en grande partie, ou en majorité, à part les Arméniens ou les Géorgiens, si je ne me trompe pas, dans les républiques de Russie, de la Fédération de Russie ou de l'URSS. Il s'agit de musulmans pour lesquels Hitler avait beaucoup de sympathie. Il a regretté au moment de sa mort de ne pas avoir utilisé cette carte. Donc, en 1942, une légion de l'Est qui est baptisée des Tatars de la Volga est constituée en Pologne. Tatars de la Volga, c'est encore une supercherie, car si à la base les Allemands recrutent des Tatars de Crimée, des Tatars de la Volga, il y a beaucoup d'autres nationalités, du Daghestan, des Tcherkesses, des Tchétchènes même, des Arméniens, des Géorgiens. Elle est constituée, cette légion, je le disais, en Pologne en 1942. Elle arrive à l'automne 1943. Elle arrive au puits. D'autres légions de l'Est avaient été constituées. Les Allemands avaient l'intention de les utiliser contre les partisans en Russie. Et quand une de ces légions est passée avec armes et bagages du côté de l'armée rouge, ils se sont décidés à envoyer les légions de l'Est, à les envoyer en force d'occupation. Et c'est ainsi qu'est arrivé, donc, en septembre 1943, je le disais, la ITL, la légion de Idel Tatar, et puis je ne sais plus quoi. Idel Tatar Legion. Vous voyez deux insignes que portaient les soldats. Ces soldats russes, j'emploierai le terme russe parce que la population les appelait des Russes quand elle ne les appelait pas des Mongols. Donc c'est un terme commode, même si, je le répète, il n'y avait pas de Russes, sauf quand même, il y avait un ténor de l'opéra de Kiev qui était avec les autres. Et il y avait aussi un juif.
Il y avait aussi un juif qui avait réussi à cacher son identité, bien sûr, et qui a passé toute la guerre donc sous l'uniforme allemand, sous commandement allemand, avant de passer au maquis. Il en arrive donc par échelon, en train, environ 900 à l'automne. 6 compagnies, c'est peut-être plus encore que 900. Ils viennent relever la troupe d'occupation qui était arrivée en novembre 1942, au moment du débarquement en Afrique du Nord. Les premiers occupants étaient une troupe purement allemande, qui ont été remplacés quelques mois après par une troupe SS. C'est étonnant, mais on a été occupé par la ville a été occupée par des SS, ce qu'on sait peu. Mais c'était des SS un peu particuliers, c'était une légion, la Handschar, une légion de Croates qui avait été recrutée par les SS. Donc la légion croate, ou plutôt la division croate, est partie, remplacée par ces légionnaires. Je fais une petite digression. Il faut bien comprendre qu'au Puy, il y a il faut bien distinguer les opérationnels, c'est-à-dire ces gens qui sont là pour se battre, pour maintenir l'ordre, se battre contre les maquis éventuels, contre les terroristes. Et d'autre part, il y a à la commandanture une instance d'administration qui travaille, qui dirige l'administration française, qui la contrôle et qui est en rapport étroit avec le préfet. Et c'est là qu'on trouve ce personnage qui est assez connu, sur lequel je reviendrai probablement, qui s'appelle le major Schmeling. Cette légion tatare est commandée par un certain, voilà que son nom m'échappe, par un certain commandant Keul. Les Tatars sont donc au Puy, sont logés à la caserne Romeuf. Ils ont une liberté assez étonnante. Ils peuvent, en dehors des heures de service évidemment importantes, on leur laisse la bride sur le cou. Et les témoignages des gens qui les ont connus, des anciens qui les ont connus, parlent de braves gens. Très curieux, très gentils, qui aiment beaucoup entrer dans les maisons. Ils sont très curieux d'entrer chez les gens où ils s'extasient devant le confort extraordinaire de l'eau courante ou de l'électricité ou le poste de radio. Pendant un certain temps, donc, ces gens-là sont très tranquilles, parce que la résistance ne va commencer à se manifester que beaucoup plus tard. Ils ont 3 cafés qui leur sont ouverts, sans parler de la maison close, le Robinson, où ils ne sont pas très populaires parce qu'ils sont assez brutaux et ils boivent beaucoup. Évidemment, ces gens-là, qui ont été des soldats soviétiques qui sont passés, disons, de force du côté allemand, ça n'est pas par amour du nazisme, par conviction qui portent cet uniforme, bien sûr. Mais ils n'ont pas le choix et ils vont quand même s'intéresser à ce qui se passe et entendre parler de maquisards. Et les premières désertions commencent en mars 1944. Un certain Suntsev, un officier de l'armée rouge, prisonnier,
un certain Sun Tse s'est échappé, a fondé un maquis FTP, ça doit être avec l'aide des FTP, donc il a fondé un maquis et une opération est montée pour détruire ce maquis, mais ce ne sont pas les Tartares qui mènent cette opération, c'est la gendarmerie française qui liquide ce maquis. Très vite, les légionnaires russes rencontrent dans les cafés qu'ils fréquentent des gens qui parlent russe, des civils qui sympathisent avec eux et qui leur prêchent la bonne parole, c'est-à-dire la fidélité à l'armée rouge. Ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse beaucoup de discours pour être convaincus que l'armée rouge, on est en 1943. C'est-à-dire qu'on est déjà presque... la bataille de Stalingrad a été perdue pour les Allemands et on sait dans quelle direction se dirige la guerre. Donc, deux civils dont l'identité n'a jamais été, dans aucun livre je l'ai trouvé, et nulle part je l'ai trouvé l'identification de ces deux personnages qui s'appellent Agarine ou Kobrine. Donc ces deux personnages qui sont des Russes, peut-être des Russes blancs, font partie d'une organisation de la résistance qui s'appelle le Travail allemand. Le Travail allemand est chargé de la propagande auprès des soldats allemands et auprès des soldats russes. Ces gens écrivent des tracts pour convaincre les Russes de ne pas s'attaquer au maquis. Alors, très vite, donc, la tentation, enfin l'idée plus exactement, l'idée de passer du côté des maquis va titiller le cerveau de ces braves gens. Il ne faudrait pas oublier, ce sont des gens qui sont un peu perdus. Ils avaient en général, ils sont très jeunes, parce que les plus vieux dans les camps n'ont pas résisté. Et les Allemands ont choisi des gens en pleine forme. Ils sont très jeunes. Ils se trouvent dans un monde complètement étranger. Ils ne comprennent rien ou pas grand-chose à ce qui se passe. Et ils vont donc se laisser influencer, mais les désertions prendront un moment avant de vraiment démarrer. Le Sun Tse dont je vous parlais, c'est un précurseur, mais la consigne arrive bientôt dans la Légion de ne pas déserter individuellement, d'emmener son arme et d'attendre, le plus souvent, d'attendre les ordres. Dans la ville, c'est constitué, à côté du travail allemand, ou par le biais du travail allemand, se sont constituées des filières. Excusez-moi. Se sont constituées des filières d'évasion qui vont être de plus en plus utilisées. Par exemple, en avril, 110 hommes passent au maquis avec Grégory Ridvas. Grégory Ridvas, c'est le juif, ce personnage singulier, ce juif qui était dans l'armée allemande. Il passe donc au maquis avec 110 hommes. En juin, c'est Boris Popov, le seul russe que j'ai pu identifier dans tous les noms que j'ai pu trouver, le seul russe, à moins qu'il ait été ukrainien, celui qui était ténor à l'opéra de Kiev. Boris Popov déserte avec quelques-uns de ses camarades à Craponne. Ou encore, je ne vous donne que des exemples, je ne détaille pas tout,
dans la nuit du 29 au 30 juillet, 18 Tatars désertent avec un officier, le capitaine Aksienov, qu'on dit que les écrits de la résistance appellent le capitaine aviateur, je n'ai jamais compris pourquoi. Il passe au maquis de Roujac. 18. Et puis, au début de juillet-août, ce seront 200 ou 300 Russes qui seront dans le maquis. J'ai une jolie photo aussi du maquis de Roujac. Vous ne voyez pas, probablement c'est trop petit, mais on ne voit pas. La plupart des têtes de ces gens-là qui sont au maquis de Roujac sont des têtes de gens de l'Est. Alors, les actions de guerre de la Légion, jusqu'en juin, sont relativement rares. Par contre, la guerre commence vraiment pour eux à partir du 11 juin. Le commandement allemand a décidé d'attaquer les maquis du Mont-Mouchet et il a rassemblé pour cela, sous les ordres du général Gesser, il a rassemblé un certain nombre d'unités de toutes sortes, dont fait partie la Idel Tatar Legion. Alors, le 11 juin, donc, 2 ou 3 compagnies de la Légion, je vous rappelle, il y en a 5 ou 6, 2 ou 3 compagnies embarquent pour direction Saugues. Ils arrivent à l'allier sans problème. Leurs déplacements sont d'ailleurs signalés par les postières et par les postières. Et ils arrivent donc, ils franchissent l'Allier sans problème. Ils se dirigent vers Saugues et là, ils sont arrêtés par un bouchon bien armé, par des mitrailleuses et des fusils du maquis. Il y a un combat qui est assez connu à la Vachellerie. Et là, eh bien, les officiers allemands sont obligés de reconnaître que leurs soldats, ça n'est pas la crème. Ils baissent la tête, ils tirent en l'air, ou ils tirent sans viser, et surtout, ils refusent d'avancer, ils refusent d'attaquer. Pour eux, il n'en est pas question. Et même, finalement, l'ordre de repli est donné. Et il se replie jusqu'à l'Allier en y laissant un canon. La résistance, le maquis s'est emparé d'un canon qui sera promené un peu partout dans les jours qui viennent. Voilà, premier fait d'armes. En fait, il y en a eu d'autres, j'y viendrai tout à l'heure. Le lendemain, donc, on remet ça. On repart sur Saugues. Alors là, il n'y a plus personne. À la Vachellerie, les maquisards sont partis. Les Tatars, les Russes, entrent dans Saugues et avec l'idée de se venger. Et là, c'est assez terrible. Hein. Il y a 3 viols. Alors là, c'est assez... Il y a des vols aussi, bien sûr. C'est assez difficile de voir comment dire, quelle est l'emprise du commandement allemand sur ces Tatars. Est-ce qu'il leur laisse la bride sur le cou pour faire ce qu'ils veulent? Le commandant Keul, je vous ai dit, c'est le chef de la Légion. Le commandant Keul, qui a correspondu après la guerre avec Lucien Voll. Les deux ennemis ont partagé leur expérience. Le commandant Keul, dans son écrit, raconte que il a tout de suite arrêté. Il a été informé par le maire de ce qui s'était passé. Il a fait arrêter les responsables, ou plutôt il a fait défiler, il a fait passer les dames qui avaient été violées, il les a fait passer devant ses troupes alignées pour qu'elles reconnaissent
agresseurs. Et il écrit à Vol qu'il était question de les fusiller. Mais en fait, il n'y a pas du tout, il n'y a eu aucune exécution, puisque quelques jours après, ça s'arrête là, quelques jours après, une des dames, une des victimes, a reconnu parmi les maquisards, elle a reconnu un de ses agresseurs qui avait changé de camp et qui s'était déguisé en maquisard, enfin qui avait le bandeau. Voilà. Donc ils n'ont pas été fusillés. La question là qui se pose, c'est est-ce que le commandant est sincère, il tient ses troupes, il empêche les exactions, il les refuse ou pas? C'est pas tout à fait clair dans mon esprit. Après Saugues, la Légion se retrouve à Murat quelque temps après. À Murat, il y a eu autour dans ces jours-là, autour du 15 juin, il y a eu une attaque du maquis qui a tué le chef de la Gestapo de Clermont. Alors, quand la Légion arrive à Murat, elle a la mission de venger cet assassinat. Alors là, il faut savoir que le commandement allemand à Paris a fait diffuser un ordre à tous ses chefs d'unité, l'ordre Sperle, qui, je ne vous le détaille pas, qui dit, en quelques mots, qui dit vous avez carte blanche pour les représailles. Si d'une maison on a tiré sur nos troupes, incendiez la maison. Et de toute façon, quoi que vous fassiez, allez-y comme vous voulez, on ne vous reprochera jamais rien. Donc les Allemands ont carte blanche pour les officiers ont carte blanche pour la violence. Et donc, à Murat, la Légion a la mission de venger la mort de Gessler, le chef de la Gestapo. Et là, Keul raconte qu'il a eu une dispute avec des gens du SD, c'est-à-dire des gens de la sécurité allemands. Il a eu une dispute avec eux qui voulaient mettre le feu partout et lui a refusé. Il y a eu quand même une maison ou deux incendiées et il y a eu quand même 115 otages 115 hommes qui ont été raflés, qui ont été envoyés en déportation, et il en est revenu, il y en a 75 qui y sont restés. Après Murat, la Légion continue un périple en Auvergne et en Limousin. Et là, dans différents engagements, on note des exactions de toutes sortes, mais aussi des évasions. Par exemple, dans la nuit du 29 au 30 juillet, 75 Tatars passent au maquis. Et c'est ceci après avoir liquidé leur officier. Devant l'état où se trouve la Légion, le commandement
décide de la rapatrier sur le puits. Elle arrive au puits et une bonne partie va être renvoyée à Saint-Étienne pour être renvoyée je ne sais où. Je n'ai pas, pendant ce temps où la Légion, une partie de la Légion baroudait, si je peux dire, en Auvergne-Limousin, il y a eu des combats. Il y en avait eu quelques-uns que je n'ai pas donnés auparavant, mais de petite dimension. Il y avait eu, par exemple, au Champ des Caires, en avril, il y avait eu une opération de ratissage à la recherche de résistants, de maquisards qui avaient sévi à Yssingeaux. Et là, il y avait eu quand même 3 fermes brûlées. Il y avait eu quelque chose comme 9 morts, dont plusieurs, 4 je crois, 4 paysans qui travaillaient tranquillement dans leurs champs, qui ont été assassinés. Alors là se pose la question, de quoi, qu'est-ce qu'on peut imputer à ces Russes? C'est le commandement qui est responsable ou apparemment c'est le commandement qui fait tirer sur des gens qu'on prend pour des fugitifs et les Russes font ce qu'on leur commande. Après le Champ des Caires, un des événements militaires, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'on ne peut pas toujours parler de bataille quand il s'agit d'escarmouches, à la gare de Pont-de-Lignon, Beauzac, le 17 juillet, un train qui transportait, entre autres, avec les civils bien sûr, mais qui transportait entre autres une vingtaine, 19 exactement, 19 personnels de la Légion, dont 9 Allemands et 11 Tatars. Ce train est attaqué par le maquis. Les Allemands sont les seuls d'ailleurs à riposter. Ils sont tués. Et les Tatars sont faits prisonniers. Ils sont emmenés, c'est le maquis Birakem de la Loire qui les a attaqués, qui a fait ses prisonniers. Et quelque temps après, ces 11 prisonniers seront fusillés dans les bois. Dans quelles circonstances? Est-ce que le maquis était en danger, était obligé de se replier, ne pouvait pas prendre à sa charge ses prisonniers? En tout cas, 11 Tatars sont tués par le maquis. Un autre engagement important, c'est celui de Saint-Paulien, en juillet. Un autre, celui du Zouave. Alors, il est intéressant, celui du Zouave, parce que c'est assez caractéristique. Ça dit beaucoup sur le comportement, justement. Vous voyez qu'une des questions que je pose, c'est ces Russes, entre guillemets. Ces Russes, comment se comportent-ils? Est-ce que ce sont des pillards, des assassins, des gens auxquels leurs officiers lâchent la bride et qui commettent toutes sortes d'exactions, ou pas? Au Zouave, ou plus exactement au Creuset, vous connaissez l'histoire, c'est le 2 août, une petite troupe commandée par... une petite escouade de maquisards commandée par Lucien Vol, monte une embuscade dans laquelle est pris un camion de la Feldgendarmerie. 9 occupants, 8 morts. Un seul en réchappe qui prévient au puits, qui donne l'alerte au puits. Immédiatement, enfin dans la foulée, une compagnie ou une section simplement de Tatars monte jusqu'au Zouave. Ce que j'ai précisé, non pas, c'est pas au Zouave que ça se passe exactement, c'est
pour ceux qui connaissent, c'est au Crouzet, qui est un peu au-dessus. Il y a une ferme qui appartient à ce moment-là et qui appartient toujours à la famille Branche. Les Branches ont été prévenus la veille de l'histoire. Ils ont été prévenus qu'il allait y avoir du grabuge. Ils se sont réfugiés avec leurs bêtes plus loin. Ils sont partis. Et donc la maison est vide. Les Tatars arrivent donc pour constater, pour trouver la voiture, le camion de la Feldgendarmerie en feu et les morts. Ils entrent dans la maison, dans la ferme. Ils mettent un peu de désordre. Ils volent des couvertures que les propriétaires retrouveront plus tard sur le marché d'Espaly. Une des filles de la ferme m'a raconté que on avait trouvé un pot de saindoux où il y avait des traces de doigts. Les Tatars avaient mangé de la graisse du saindoux directement comme ça avec leurs doigts. Mais c'est tout. Or, je vous rappelle, l'ordre Sperle était que, logiquement, cette ferme aurait dû être incendiée, elle ne l'est pas. Il se trouve que, c'est le hasard, une voiture allemande arrive de l'autre côté, elle vient de Clermont, dans laquelle il y a le major Schmeling. Et est-ce que c'est l'influence du major Schmeling dont on doit reconnaître les plus déterminés ou les plus sectaires des amis, des résistants et des amis de la résistance disent c'est un nazi comme les autres. Eh bien non. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans l'article que j'avais fait sur l'armée d'occupation, sur Schmeling. C'est un homme qui est modérateur, qui joue un rôle de modérateur, ce major Schmeling, qui, je vous rappelle, n'est que le chef qui commande à la commandanture et qui s'occupe de... qui n'est pas un guerrier, qui n'a pas à faire le coup de feu, mais qui a une influence évidemment certaine, en particulier sur le commandant Keul. Et c'est pas un nazi. C'est pas un nazi, il n'est pas du tout fanatique, c'est un bon chrétien, un homme de bonne volonté. Sa morale lui interdit certaines choses que recommandent les méthodes nazies. Et par contre, il n'ira pas, ça n'est pas un héros, il n'ira pas jusqu'à renier, jusqu'à critiquer son pays et surtout ses dirigeants. Après le Zouave, il y a un autre combat à Binz le 11 août. Un combat dans lequel, c'est assez intéressant, ça s'est reproduit à plusieurs reprises, mais là c'est clair, il y a d'un côté, il y a quelques Allemands bien sûr, mais il y a d'un côté des Russes de la Idel Tatar Legion, et de l'autre, des Russes, des maquis. Mais bon, comment est-ce que ça se passe? On ne le dit pas, ils évitent peut-être... En fait, il y a très peu de morts chez les Russes d'un côté et de l'autre. Les morts, c'est surtout des Allemands. On arrive au dernier combat, à Estivarey. Vous savez comment ça s'est passé. Le 18 août, la garnison du Puy, dans son ensemble, est partie en direction de Saint-Étienne, mais sans passer par Paris-Saint-Jean, en passant par la Chaise-Dieu.
Et elle est arrêtée à Estivarey. Et là, elle est arrêtée à Estivarey par un certain nombre de maquis de la Loire et de maquis de la Haute-Loire aussi. Ils ont mis 3 jours pour arriver à Estivarey depuis le Puy, parce qu'ils étaient harcelés constamment par les maquis du Puy. Et à Estivarey, ils sont arrêtés sérieusement cette fois par un pont coupé. Ils vont passer la journée du 22 à essayer de rétablir le passage. Et au soir, le capitaine Marais de Saint-Étienne, qui commande l'ensemble des maquis de Loire et de Haute-Loire, entame des négociations avec les chefs allemands. Et là, les chefs allemands, ils sont assez facilement convaincus que la partie est perdue, qu'ils n'arriveront pas à passer, et que de toute façon, Marais leur annonce que Saint-Étienne a été évacuée. Donc, s'ils arrivaient à gagner Saint-Étienne, ce serait peine perdue. Donc, les négociations aboutiraient, mais les officiers allemands refusent de se rendre tant que les maquisards, tant que les Tatars, les Russes, sont encore armés. C'est dire la confiance qu'ils ont. Il est vrai que déjà, dès le début de la nuit, 25 Tatars ont franchi le petit ruisseau et sont passés avec leurs armes et leurs bagages, ils sont passés du côté résistant. Mais il en reste encore dans la troupe là, qui dans cette belle nuit d'août, campe au bord de la rivière, attendant la suite. Il reste donc un certain nombre de Tatars qui font peur à leurs officiers. Et donc, on va se mettre d'accord sur le fait que les premiers prisonniers qui rendront leurs armes seront les Russes. Donc on voit que les Allemands ont très vite compris qu'ils avaient de très mauvais soldats, dont je vous ai parlé, que dans son récit dit que ces soldats étaient des lâches, ce qui est évidemment idiot, parce qu'enfin, c'est pas par lâcheté que ces gens-là refusent de viser, tirent en l'air. C'est tout simplement qu'ils ne comprennent pas du tout, enfin ils ne partagent pas du tout l'idée de manœuvre de leurs officiers. Ça ne les intéresse pas d'exposer leur vie pour les Allemands. Donc les Allemands n'ont plus confiance, très vite, et voilà comment ça se termine, voilà comment ça se termine la guerre de la Légion, avec une liste quand même de 77 morts parmi les Russes. Mais sur ces 77, on a eu une liste qui avait été mise à jour tout le long de la campagne, disons, tout le long du temps d'occupation. Cette liste a été saisie sur le jour de la libération sur un officier allemand. Une liste qui indique donc qu'il y a 77 Russes qui sont morts, mais parmi eux, quels sont ceux qui sont morts de maladie parce qu'ils ont souffert d'une très mauvaise hygiène et de maladies de toutes sortes, on va y venir, et combien aussi ont été fusillés parce qu'il y a eu plusieurs fois des tentatives de désertion qui ont été déjouées par les Allemands et qui ont fusillé les responsables. Voilà pour la première partie de ce séjour des Russes au Puy en guerriers. Maintenant, c'est en alliés, en amis qui vont rester au Puy. Ça va durer cette fois, 2 ans. Non, qu'est-ce que je dis ? Ça va durer encore pas loin d'1 an. Oui, même
une bonne année, puisqu'ils vont partir seulement en août 1945. Donc à partir du 19 août, les Russes sont devenus soit des amis, des alliés, qui ont fortement contribué à la libération du Puy, quand ils étaient dans le maquis. Mais ce sont aussi des prisonniers, parce qu'il y a donc eu des prisonniers à la caserne, quand la caserne a été prise le 19. D'ailleurs, détail que je rajoute là, les Allemands avaient si peu confiance à la fin dans leurs troupes que le jour où la caserne a été assiégée par les maquis, ils avaient enfermé les Tatars, ils les avaient enfermés dans la cave de la caserne de Romeuf. Donc, deux sortes de Russes à l'issue après la libération. Les maquisards, les prisonniers, mais il y en a une troisième. On découvre, en effet, le jour même de la libération du Puy, le 19, on découvre à l'hôpital des Russes malades qui ont été laissés derrière eux par les chefs de la colonne qui est partie vers Saint-Étienne. Ils sont dans un état lamentable parce que pendant plus de 2 jours, ils ont été sans soins. Ils sont ils sont dans un pavillon de l'hôpital Émile Roux. L'alerte est vite donnée, rapidement. La Croix-Rouge intervient. Là, le docteur Carlet, dont quelques-uns se souviennent peut-être, le docteur Carlet, qui était une physiologue, a pris les choses en main. On a alerté la préfecture et on a pris en charge donc ces 220 malades, dont beaucoup vont mourir dans les jours qui viennent et jusqu'au départ en août 1945. Donc trois sortes de Russes maintenant au Puy. Le traitement, évidemment, ne sera pas les mêmes. Les malades, on les soigne sur place. On reconstitue une équipe médicale autour d'eux, avec d'ailleurs les soignants qu'ils avaient avant la libération, et l'aide des Français. D'autre part, il y a les maquisards. Alors, les maquisards, ils sont dispersés dans toutes sortes de maquis, et il y a une surenchère entre eux, entre ces maquis, pour avoir en particulier une surenchère et une discussion entre les maquis de l'AS, de l'armée secrète, et les FTP. Et une note secrète au préfet, une note anonyme, signale que peut-être les FTP aimeraient récupérer le maximum de gens le maximum de Russes, en vue de constituer une force qui aiderait à la prise de pouvoir dans le département. Sachant que les FTP, comme tout le monde le sait, les FTP, ce sont les résistants communistes du Parti communiste, les francs-tireurs partisans. Donc, les Tatars maquisards, ils sont cantonnés avec les autres maquis dans différents endroits, suivant la nature du maquis. Il y en a beaucoup qui sont logés à la caserne Romeuf, et un témoin raconte qu'il est venu de Saugues avec ses camarades du maquis, qu'ils ont été logés à Romeuf, à la caserne Romeuf, et que
ils étaient avec des Russes qui étaient constamment ivres et qui faisaient beaucoup de scandales en ville ou à la caserne, et il s'étonnait, ce jeune homme à l'époque, il s'étonnait qu'il n'y ait pas eu plus de morts, qu'il n'y ait pas eu plus d'incidents graves avec ces gens-là qui étaient... déjà, les maquisards avaient tendance à se promener en armes en ville et à faire les fanfarons, mais les Russes étaient bien pires. Ils pouvaient être absolument déchaînés, au moins dans les premiers jours. Les prisonniers, qu'en faire? Eh bien, on les enferme. Il y en a un certain nombre qui sont enfermés au lycée de filles. C'est l'été, hein. Le lycée de filles est libre. Et puis, la décision est vite prise de rassembler tout le monde à Paradis. À Paradis, vous savez où c'est? C'est à Espaly. Il faut dire que cette grande maison tenue par je ne sais quel ordre religieux, le Sacré-Cœur, cette grande bâtisse était occupée précédemment par les Allemands. Alors donc on rassemble les prisonniers à Paradis et bientôt d'ailleurs, ceux qui sont libres vont les rejoindre et on va mélanger tout ça. Au départ, ce sont les Français qui ont l'autorité sur eux, mais très vite, les Russes d'Union soviétique vont arriver et vont imposer leur ordre. En septembre déjà, une mission vient de Paris, en septembre ou octobre. Mais très vite, une mission vient de Paris pour prendre contact avec ces Russes et leur donner la bénédiction d'en haut pour leur dire ceci que j'ai quelque part, que leur pays les attend. L'Union soviétique est prête à les accueillir, à pardonner. Ils sont les fils de la grande Union soviétique et on ne leur reprochera rien. Ils peuvent rentrer en toute tranquillité. Ils sont assurés d'être bien reçus. Il faut dire qu'il y a eu un accord au plus haut niveau entre les soviétiques et les Américains et les Anglais sur l'échange des prisonniers, des gens qui étaient retenus d'un côté ou de l'autre. L'échange des nationaux. Donc, il s'est décidé que tout le monde rendrait à leurs autorités. On rendrait aux autorités soviétiques tous les Russes qu'on pourrait trouver dans l'Europe libérée, et les Russes, en échange, rendraient tous les Américains qu'ils avaient pu récupérer dans les camps, les Anglais, les Français, etc. L'accord a été d'abord signé entre ces pays, puis par la France un peu plus tard. La France avait un intérêt particulier à ce que cet accord soit respecté, parce qu'elle avait, évidemment, vous le savez, elle avait un grand nombre de ressortissants qui étaient les malgré-nous d'Alsace, qui étaient retenus en URSS. Alors donc, tous ces soviétiques mélangés, ceux qui ont été fidèles à la Légion et les autres, sont rassemblés au camp,
à Paradis, et l'autorité passe progressivement de la France, de la préfecture, à l'autorité venue de Moscou. À Moscou, a été constituée une mission de rapatriement, à la tête de laquelle a été nommé un général Golikov, qui est un ancien des services secrets. Et une antenne est fondée à Paris, la mission de rapatriement de Paris, qui envoie en octobre un officier soviétique, qui d'ailleurs fait partie du NKVD, c'est-à-dire des services de sécurité, qui envoie un officier qui s'appelle le lieutenant Liouvtoulin, qui va diriger donc ce bataillon, car c'est un bataillon, le 352e, qui est constitué, dans laquelle, je l'ai dit, sont mélangés tous les Russes, mais complétés par toutes sortes par des apports de civils récupérés ici et là, ou encore de prisonniers du front atlantique qui ont été expédiés par les Américains dans le centre de la France pour s'en débarrasser. Et par exemple à Bourg-Lastic, où ils avaient été concentrés, ça s'est très mal passé, il y a eu des exactions, des bagarres, et le camp de Bourg-Lastic a été évacué, et tout ce personnel a été envoyé à Paradis. Et à Paradis, ils finissent par se retrouver plus de 1000 Russes, encore une fois, des Russes de toutes sortes, et des nationalités de toutes sortes, des hommes, mais aussi pas mal de femmes et d'enfants. Et le travail, évidemment, du soviétique qui a pris dans l'ombre la tête. Lui, c'est un personnage, le lieutenant Liouvtoulin, c'est un personnage dont on voit le nom nulle part, qui n'est pas connu. Son travail principal, c'est de faire le tri, de préparer la justice soviétique, de faire le tri entre les bons et les mauvais, de faire des fiches sur chacun et de préparer le retour vers l'URSS. Il en est arrivé, par exemple, 620 en janvier, qui venaient de la courtine de Bourg-Lastic et d'ailleurs. Dès novembre, le bataillon a donné une représentation au théâtre. Qui était préparé, qui était animé par le fameux capitaine Alexandre. Les troufions russes, si je peux dire ça comme ça, les Russes qui ne sont pas tout à fait enfermés dans Paradis, mais qui sont assez étroitement surveillés, se comportent d'une façon qui n'est pas toujours appréciée par la population. Il y a de plus en plus d'incidents. Un cochon qui est volé par les Russes. Quand la famille d'amis va essayer de le récupérer, les Russes menacent avec une grenade. Il y a encore l'épisode de l'enlèvement, parmi d'autres, l'épisode de l'enlèvement d'un Français qui s'était pris de bec avec des Russes qui passaient devant chez lui. Il est enlevé manu militari, et ainsi de suite. Il y a de plus en plus de difficultés
avec, avec les Russes, avec la masse, avec tous ces troufions qui se comportent d'une façon qui finit par agacer la population. Par contre, il y a parmi les Russes des gens qui sont privilégiés. Je citerai deux noms. C'est le fameux Grigori, le juif, malgré lui, dans la Wehrmacht. Ce juif qui a été important dans la libération de la ville, il aura un rôle important dans le bataillon 352. Là. Il va être le deuxième ou le troisième après le lieutenant soviétique. Et il va vivre donc toute cette période, lui, dans des conditions confortables, très agréables. Il a même pu faire un voyage à Paris. Ou encore le personnage d'Alexandre, donc ce fameux Alexandre qui a laissé des souvenirs au puits. Alexandre, lui aussi, mène une vie assez confortable, assez agréable. Il a beaucoup d'amis au puits. Et justement, mais ça marchera ou ça ne marchera pas? Oui. J'avais une photo où on les voit, où on le voit, lui, entouré par des tas d'amis, mais surtout des amis femmes. Et j'avais une photo aussi d'un papier, d'une invitation à son anniversaire, le 13 mai 1945. Il a 25 ans. Il est tout jeune, le bonhomme. Et tous, ils sont encore des hommes très, très, très jeunes. Les choses ne se passent pas toujours très bien avec la population, je l'ai dit. Elles ne se passent pas très bien non plus entre l'autorité française et l'autorité russe, ou plutôt soviétique. Ainsi, au début d'août, à Issingeau, des Russes en armes arrêtent 2 femmes et les emmènent à la caserne. Ces femmes sont des Polonaises, ou plutôt, ce sont des Russes qui ont épousé des Polonais. Alors, le lieutenant Louvtoudine, l'homme du NKVD, là, il estime que ces femmes sont russes, qu'elles doivent être rapatriées avec tout le monde. Le préfet, qui est un homme à poigne, le préfet, lorsqu'il est informé de cette histoire, réagit vigoureusement. Il convoque l'autorité soviétique et, sous la menace d'une intervention manu militari, il fait libérer ces 2 femmes qui sont de nationalité polonaise par leur mariage. On arrive au départ. Évidemment, ces jeunes gens se sont posé la question, est-ce qu'on rentre? Bien sûr, naturellement, on a envie de rentrer chez soi. Et puis, ils ont été convaincus, peut-être, par les bonnes paroles, par la promesse d'être bien reçus dans leur pays. Vous savez, on lit un peu dans toutes sortes de bouquins, on peut lire que le grand espoir des soldats de l'armée rouge qui se sont si vaillamment battus à Stalingrad et ailleurs et partout, leur grand espoir, c'était de voir
que le régime allait devenir plus humain et que ça ne serait plus ce qu'ils avaient connu avant 1941. Eh bien, c'est probablement cet état d'esprit qui est chez ces jeunes Russes. Et il y en a très peu qui vont refuser de rentrer. Le 18 août, un premier convoi emmène la majorité de ces soviétiques, et j'ai le cas de l'un d'eux qui raconte qu'il a laissé son imperméable dans le train à Metz. Le train allait bientôt franchir la frontière. Il a demandé à son autorité, il a demandé à descendre pour acheter quelques souvenirs, pour utiliser les quelques francs français qui lui restaient, pour ramener des souvenirs à sa famille. Il est descendu du train, il a laissé son imperméable, et puis il s'est fondu dans la nature. Il est parti à Paris ou ailleurs, il a déserté. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, il était donc sous le coup il était recherché par la police française comme par la police soviétique. La plupart ont préféré prendre le chemin de l'Union soviétique, où ils étaient attendus à l'entrée, à la frontière. Il y avait des postes des camps de criblage, où ils étaient interrogés un par un, étriés, et où il fallait qu'ils racontent comment ils étaient, ce qu'ils avaient fait, comment ils s'étaient retrouvés de ce côté-là. Il faut rappeler qu'en 1941, je n'ai pas la date en tête, mais en 1941, il y avait eu un ordre assez célèbre dans l'histoire, un ordre de Staline, plus un pas en arrière. C'était le début de la guerre, il y avait eu constamment des reculs de l'armée rouge, et cet ordre proclamait plus un pas en arrière. Et ça voulait dire concrètement que seraient considérés comme des traîtres ceux qui reculeraient. Et ils pouvaient craindre justement des représailles. Il fallait qu'ils expliquent comment ils s'étaient retrouvés du mauvais côté. Sur une centaine de mille militaires de l'armée rouge prisonniers qui se sont retrouvés du mauvais côté, disons, les 2/3 se sont retrouvés au goulag. Et y ont passé des années jusqu'après la mort de Staline. Par exemple, le capitaine Alexandre, lui, il avait réussi, parce qu'il était malin cet homme-là, il avait réussi avec on ne sait quel discours trompeur, quel baratin, il avait réussi à passer dans les mailles du filet, mais il a été pris quand même. 2 ans après, en 1947, il a été confondu. Donc, il était coupable. Il avait beau avoir défendu sa patrie de très très loin en attaquant les Allemands par derrière, disons. Il avait beau s'être comporté en héros dans le maquis français, il était considéré comme traître. Et il a fait quelque chose comme 7 années de camp avant d'être libéré. Mais il a passé tout le reste de sa vie à chercher à être réhabilité officiellement, à être reconnu comme un combattant de la liberté, comme le combattant de la liberté qu'il était.
Voilà, sur ces gens-là. Je voulais conclure sur plusieurs choses. Ce qui est assez frappant, donc, c'est que il n'y a pas eu en Haute-Loire ce qu'on a vu se passer dans d'innombrables lieux en France. Il y a eu très peu, je vous en ai cité quelques-uns, il y a eu très peu d'exactions comme on en a vu ailleurs. On peut dire qu'en Haute-Loire, que le département a été relativement épargné par les violences. Ceci, je le dis, sachant que ça peut choquer certains dévots de la résistance, mais c'est un fait que on n'a pas une histoire terrible dans le département à raconter. Je ne vous ai pas raconté une histoire terrible. Je vais terminer là-dessus. Je voudrais ici apporter un éclaircissement. Je n'en ai pas parlé au moment où il aurait fallu. Ils ont été, en URSS, classés sous le vocable Vlasov. Ils étaient des Vlasovskis, c'est-à-dire des partisans de Vlasov. Tout le monde connaît l'histoire, ou à peu près, au moins, de Vlasov. Vlasov, c'est un général soviétique qui est passé du côté des Allemands et qui a proposé de constituer une armée russe opposée à l'armée rouge, opposée à Staline. Alors, je ne développe pas là la question traître ou pas traître. C'était surtout un ennemi de Staline qui ne voulait pas. Il avait été fait prisonnier par la faute de Staline, estimait-il. Et donc, voilà, il a proposé ses services à l'Allemagne. Et l'Allemagne a utilisé cette proposition pour sa propagande. Et elle a, vous rappelez la première image que je vous ai montrée, il y avait un écusson ROA, c'est-à-dire ça signifie quelque chose comme l'armée russe de libération. Les Allemands ont prétendu qu'ils avaient à leur service une armée Vlasov, une armée de libération, celle de Vlasov. En fait, c'est seulement en décembre 1945, c'est-à-dire dans les derniers mois de la guerre, que Vlasov a eu enfin de Berlin l'autorisation de monter son armée Vlasov. Et elle n'a été opérationnelle qu'en janvier 1945, donc même pas les 4 derniers mois. Et elle a opéré, effectivement, cette armée, elle a opéré en Europe, en Tchécoslovaquie, et par là. Mais tout le monde, à l'époque, et d'abord les Russes, ont donné à tous les hommes, tous les soldats soviétiques qui avaient servi sous l'uniforme, sous l'autorité allemande, ils ont donné le nom de Vlasoviens, de Vlasovistes, ce que vous voulez. C'est faux, c'est complètement faux. En fait, la Légion tatare n'avait rien à voir avec cette armée de libération, avec cette prétendue armée de libération nationale russe. Pour comprendre tout ça, il faut savoir que l'Union soviétique n'était pas signataire des accords de Genève concernant le traitement des prisonniers de guerre. C'est-à-dire que les Allemands, vis-à-vis des prisonniers russes, n'avaient aucun devoir. Et ils se sont appliqués à les affamer pour les attirer dans leur camp. Remarquez que les Russes ont fait pareil avec les Allemands,
Il faut savoir qu'à Stalingrad, ils ont fait 100 000 prisonniers en janvier 1943, et ils ont pris le chemin de la Sibérie. Il y en a à peu près entre 5 et 10 000 qui s'en sont tirés, tous les autres sont morts en chemin. Lorsqu'ils tombaient, qu'ils étaient fatigués, on les flinguait, puis c'était fini. Voilà.